Pour accéder à ces sous-sols, Marie décrit en surface un immeuble, une sorte de grand hôtel avec tapis rouge face à un rond-point dans Paris ou sa région. Un bâtiment chic orné d'un perron en arrondi. De chaque côté de la porte d'entrée, de grandes baies vitrées. À gauche de l'immeuble, un espace vert dissimulé par une grille. Les policiers n'ont pas retrouvé cet immeuble. Alors, ils partent à la recherche d'un autre lieu. Probablement un sex shop où le père aurait emmené les enfants. Comme il violait aussi chez lui, il y avait quelqu'un qui venait à la maison. Il se déshabillait et il mettait leurs zizi dans notre bouche et il nous filmait. Ou alors il nous disait de nous faire des choses avec mon frère, tout ça. Entre eux? Oui. Et tout ça, il le filmait? Il le filmait et après il nous a mis des cassettes dans un endroit qui était, je pense, à Paris, où il y avait plein de livres sur le sexe et tout ça. Et il déposait les cassettes là-bas. Les policiers ne retrouvent ni ce second lieu, ni aucun autre. Et la perquisition effectuée au domicile du père ne donne rien. Le 4 mars 1997. Après 4 mois d'enquête, la brigade des mineurs décide de la garde à vue du père. En tout, 8 personnes sont interrogées dans cette affaire. Aux côtés du père, ostéopathe de profession, 2 kinésithérapeutes, un homme, une femme, un pilote de ligne, une conseillère en communication, un journaliste, un enseignant et une décoratrice de cinéma spécialisée dans les effets spéciaux. Tous nient catégoriquement avoir participé aux cérémonies et aux viols. Après l'interrogatoire, les policiers décident une confrontation entre le père et sa fille. La mère de Marie prévient son avocate. Maître Lardon-Galéotte accourt mais n'est pas autorisé à assister l'enfant. Il y avait une tension absolument que tout le monde peut comprendre, hein. Une fatigue, une lassitude terrible, et puis un état, c'est vrai, d'inquiétude pour cet enfant, il faut le comprendre. Et lorsque nous sommes arrivés, elle était emmenée d'ailleurs par une des inspectrices pour être confrontée, et la seule chose qu'on a pu lui dire, c'était qu'elle ait du courage et qu'elle dise ce qu'elle avait à dire. Le matin, ils nous ont interrogés plein de fois, et arrivé le soir, ils m'ont emmené tout de suite dans une confrontation. Il n'y avait personne qui m'aidait. Ils étaient tous en train de me dire que j'étais une menteuse derrière. Ils me disaient tous que je mentais, que c'était pas vrai et tout ça. Puis même, ils m'obligeaient à me mettre à genoux comme ça devant lui pour... Pourquoi ils t'ont mis à genoux? Parce qu'ils voulaient regarder... ils voulaient voir si, comme ils mettaient son zizi dans ma bouche, ils voulaient voir si c'était la taille, je sais pas quoi. Et ton père, qu'est-ce qu'il disait? Il rigolait. Il rigolait. Le récit de Marie est confirmé par le procès-verbal d'audition qui stipule. À ce moment de l'audition, faisons mettre Marie à genoux et mesurons l'enfant jusqu'à la hauteur de son visage. Que voulez-vous, je vous dis, c'est insupportable d'imaginer un enfant vivant une telle situation. Les femmes, enfin, je veux dire, bon, c'est certain que à partir du moment où l'on connaît la fragilité de l'enfant, lui faire vivre une telle agression, parce que déjà la confrontation, l'interrogatoire et le fait de dire ce que l'on a vécu est déjà une agression et une souffrance en soi. La confrontation avec le père est une nouvelle souffrance, mais en plus, c'est vrai, une espèce de reconstitution du drame vécu par l'enfant, c'est inconsolable, c'est insupportable. À la tête de la brigade de protection des mineurs, Nicole Tricard. La commissaire divisionnaire ne souhaite pas s'exprimer sur l'affaire de Pierre et Marie. Oui. Alors nous lui avons demandé de nous faire visiter la nouvelle salle où sont aujourd'hui auditionnés les enfants victimes d'abus sexuels. La pièce est équipée d'une caméra pour éviter les auditions à répétition et son décor est apaisant. Parce que les choses qui sont racontées ici sont toujours très graves et traumatisantes pour les enfants. La commissaire divisionnaire nous conduit ensuite aux anciennes salles d'audition. Nous tentons à nouveau de l'interroger sur l'affaire de Pierre et Marie.
Au moment de l'interview, la procédure judiciaire n'est pas encore terminée. De ce fait, Nicole Tricard est tenue au devoir de réserve, même si l'enquête policière, elle, est bouclée. Est-ce que c'était une enquête difficile? Non, je ne veux pas répondre parce que cette enquête n'est pas terminée. Donc, je ne sais pas... L'enquête est en cours encore. Je n'en sais Il y a eu rien. un non-lieu et Je ne tiens pas à m'exprimer là-dessus parce que franchement c'est une enquête particulièrement difficile. Je ne suis pas d'accord certainement avec ce qui va être dit. Je sais que la brigade des mineurs a été mise en cause. Donc il est hors de question que je m'exprime là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a été mise en cause la brigade des mineurs? Par la famille, par la maman notamment. Elle a trouvé que bon, peut-être on ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'il y a une raison de dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait? Moi j'ai entendu dire que vous aviez fait une grosse enquête là-dessus. On a fait une très grosse enquête. Moi, si on n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y avait peut-être rien à trouver. Vous pensez que ces enfants pouvaient être affabulés? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Je viens vous demander votre avis parce que ça m'embêterait d'avoir interviewé des enfants qui... Je souhaiterais qu'on change de sujet parce que je ne veux absolument pas parler de cette affaire. La brigade des mineurs n'a rien trouvé qui corrobore le témoignage des enfants, mais l'enquête n'aurait-elle pas été faussée? Le 1er janvier 97, le père de Pierre et Marie est sur écoute téléphonique et les policiers retranscrivent une conversation où il confie à une amie. J'ai des renseignements de ce qui se passe en fait chez le juge de temps en temps. Le père ne parle pas ici du juge d'instruction, mais du juge des enfants, saisi lui aussi pour cette affaire. L'inspectrice qui décrypte la bande enregistrée note à la suite. Mentionnons qu'il apparaît que Monsieur X, le père, a su par des indiscrétions dans le cabinet du juge pour enfants que sa fille a parlé de la secte. Plus tard, les enquêteurs soupçonneront la tante du père de Pierre et Marie, greffière dans un autre tribunal, d'avoir organisé ces fuites. Ça fait partie de mes surprises dans la connaissance de ce dossier, c'est que de fait, il apparaît à la lecture du dossier de police, de l'enquête de police, et c'est une des inspectrices chargées de cette enquête qui le signale et qui le souligne. Le père a été tenu informé de recherches qui étaient faites par la police, de mise sur écoute, de surveillance, et elle le note dans ses procès-verbaux. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Et ça, est-ce que ça a compté pour la suite? Est-ce que, par exemple, le juge d'instruction en tient compte? Il semblerait que tout ça soit passé un petit peu aux oubliettes et que, en l'état, c'est peut-être en fait un signe d'échec quelque part de l'enquête, puisque la personne principalement intéressée avait été mise au courant et que l'enquête de police s'est arrêtée, on ne pouvait plus rien faire. Néanmoins, le 6 mars 97, le lendemain de la confrontation avec sa fille, le père est mis en examen par la juge d'instruction installée de l'autre côté de la scène pour viol sur mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineur, corruption de mineur, fixation, enregistrement de l'image à caractère pornographique de mineur. Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur le père, la justice décide de l'autoriser à revoir ses enfants 1 mois après sa mise en examen. Pierre et Marie refusent. Orné d'un perron en arrondi, de chaque côté de la porte d'entrée, de grandes baies vitrées. À gauche de l'immeuble, un espace vert dissimulé par une grille. Les policiers n'ont pas retrouvé cet immeuble. Alors, ils partent à la recherche d'un autre lieu. Probablement un sex shop où le père aurait emmené les enfants. Comme il me violait aussi chez lui, il y avait quelqu'un qui venait à la maison, il se déshabillait et il nous mettait leurs visites dans notre bouche et il nous filmait. Ou alors il nous disait de nous faire des choses avec mon frère, tout ça. Entre eux? Oui. Et tout ça, il le filmait? Il le filmait et après ils amenaient des cassettes dans un endroit qui était, je pense à Paris, où il y
où il y avait plein de livres sur le sexe et tout ça. Et il déposait les cassettes là-bas. Les policiers ne retrouvent ni ce second lieu, ni aucun autre. Et la perquisition effectuée au domicile du père ne donne rien. Le 4 mars 97. Après 4 mois d'enquête, la brigade des mineurs décide de la garde à vue du père. En tout, 8 personnes sont interrogées dans cette affaire. Aux côtés du père, ostéopathe de profession, 2 kinésithérapeutes, un homme, une femme, un pilote de ligne, une conseillère en communication, un journaliste, un enseignant et une décoratrice de cinéma spécialisée dans les effets spéciaux. Tous nient catégoriquement avoir participé aux cérémonies et au viol. Après l'interrogatoire, les policiers décident une confrontation entre le père et sa fille. La mère de Marie prévient son avocate. Maître Lardon-Galéote accourt mais n'est pas autorisé à assister l'enfant. Il y avait une tension absolument que tout le monde peut comprendre, hein. Une fatigue, une lassitude terrible, et puis un état, c'est vrai, d'inquiétude pour cet enfant, il faut le comprendre. Et lorsque nous sommes arrivés, elle était emmenée d'ailleurs par une des inspectrices pour être confrontée, et la seule chose qu'on a pu lui dire, c'était qu'elle ait du courage et qu'elle dise ce qu'elle avait à dire. Le matin, ils nous ont interrogés plein de fois, et arrivé le soir, ils m'ont emmené tout de suite dans une confrontation. Il n'y avait personne qui m'aidait. Ils étaient tous en train de me dire que j'étais une menteuse derrière. Ils me disaient tous que je mentais, que c'était pas vrai et tout ça. Puis même, ils m'obligeaient à me mettre à genoux comme ça devant lui pour... Pourquoi ils t'ont mis à genoux? Parce qu'ils voulaient regarder... ils voulaient voir si, comme ils mettaient son zénith dans ma bouche, ils voulaient voir si c'était la taille, je sais pas quoi. Peut-être on ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'il y a une raison de dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait? Moi j'ai entendu dire que vous aviez fait une grosse enquête là-dessus. On a fait une très grosse enquête. Moi, si on n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y avait peut-être rien trouvé. Vous pensez que ces enfants pouvaient être affabulés? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Je veux bien vous demander votre avis parce que ça m'embêterait d'avoir interviewé des enfants qui... Je souhaiterais qu'on change de sujet parce que je ne veux absolument pas parler de cette affaire. La brigade des mineurs n'a rien trouvé qui corrobore le témoignage des enfants, mais l'enquête n'aurait-elle pas été faussée? Le 1er janvier 97, le père de Pierre et Marie est sur écoute téléphonique et les policiers retranscrivent une conversation où il confie à une amie. J'ai des renseignements de ce qui se passe en fait chez le juge de temps en temps. Le père ne parle pas ici du juge d'instruction, mais du juge des enfants, saisi lui aussi pour cette affaire. L'inspectrice qui décrypte la bande enregistrée note à la suite. Mentionnons qu'il apparaît que Monsieur X, le père, a su par des indiscrétions dans le cabinet du juge pour enfants que sa fille a parlé de la secte. Plus tard, les enquêteurs soupçonneront la tante du père de Pierre et Marie, greffière dans un autre tribunal, d'avoir organisé ces fuites. Ça fait partie de mes surprises dans la connaissance de ce dossier, c'est que de fait, il apparaît à la lecture du dossier de police, de l'enquête de police, et c'est une des inspectrices chargées de cette enquête qui le signale et qui le souligne. Le père a été tenu informé de recherches qui étaient faites par la police, de mise sur écoute, de surveillance, et elle le note dans ses procès-verbaux. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Et ça, est-ce que ça a compté pour la suite? Est-ce que, par exemple, le juge d'instruction en tient compte? Il semblerait que tout ça soit passé un petit peu aux oubliettes et que, en l'état, c'était en fait un signe d'échec quelque part de l'enquête, puisque la personne principalement intéressée avait été mise au courant et que l'enquête de police s'est arrêtée, on ne pouvait plus rien faire. Néanmoins, le 6 mars 97, le lendemain de la confrontation avec sa fille, le père est mis en examen par la juge d'instruction installée de l'autre côté de la scène pour viol sur mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineur, corruption de mineur, fixation,
Enregistrement de l'image à caractère pornographique de mineur. Malgré la gravité des